Né au Maroc en 1951, Jean-Luc Mélenchon incarne la gauche radicale. Diplômé de philosophie, il s'engage dans les manifestations de mai 68. Au Parti socialiste, il enchaîne les mandats. Conseiller municipal, général, il devient sénateur et même ministre délégué à l'enseignement professionnel sous Lionel Jospin. Il quitte le PS pour fonder le Front de gauche. Député européen depuis 2009, il défend une France insoumise. Il veut l'autonomie énergétique, alimentaire. Il n'exclut pas d'arrêter le chantier de la nouvelle route du littoral. Ce soir, je reçois Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir madame. La Réunion est le département d'outre-mer qui vous a donné le plus de parrainages, 8. Mais la Réunion, qui a voté à 70% pour François Hollande en 2012, est aujourd'hui une île toute bleue où la droite règne. Comment faire croire que l'espoir de la gauche, c'est vous ? Je ne m'occupe pas de vouloir faire croire des choses, ni même qu'une étiquette suffirait à me justifier. Alors j'aurais l'étiquette gauche, mais tout le monde sait très bien que ça ne veut rien dire. Quand on dit gauche, les gens entendent François Hollande, et quand ils entendent François Hollande, ils entendent tromperie, parce qu'ils ont beaucoup cru et qu'ils ont été beaucoup déçus. Donc moi, je ne m'occupe pas d'étiquette, je m'occupe juste de dire, lisez mon programme, si ça vous convient, on le fait, si ça vous convient pas, c'est la démocratie, je m'inclinerai devant la volonté du peuple. L'essentiel pour moi, je vais dire, si je dois servir malgré tout, au-delà d'une campagne électorale à quelque chose, un, ça serait à faire réfléchir, et deux, à redonner un peu d'enthousiasme, quoi. C'est bon. Comment on fait tous pour être devenus si dépressifs, alors qu'on est une des grandes puissances du monde, alors qu'on est un peuple si jeune? Bon, c'est bon maintenant, il faut se projeter un peu vers le haut, vers les solutions, vers les choses qu'on peut faire, ou pour lesquelles on peut s'enthousiasmer, non? Voilà. Eh bien écoutez, on est là pour parler de votre programme. Vous voulez l'avenir endogène pour les Outre-mer, la souveraineté alimentaire, l'autonomie énergétique, que des projets qui étaient chers à Paul Vergès. Est-ce que ces réflexions à lui ont inspiré votre vision de demain pour l'Outre-mer? Oui, parce que Paul Vergès et moi, tout le monde le sait, moi je ne suis pas membre du Parti communiste, ni en France, ni sur l'île. Par conséquent, nous étions différents. Mais nous convergions sur ce fait qu'il était mon aîné, il m'apprenait des choses. Depuis, il y a une présence réunionnaise permanente à mes côtés, qui est celle de Younous Omarjee, qui est le député européen issu de la Réunion. Et j'ai toujours eu ce débat, mais pour une raison que vous allez comprendre très facilement. C'est pas parce que c'est la Réunion, c'est parce que c'est une île très peuplée, avec des gens très jeunes. Et donc, tous les défis du monde se concentrent sur ce type de situation. Et si on n'est pas capable d'y répondre, alors on ne sait répondre à rien. Et j'ai souvent dit, si la Corrèze se mettait à réfléchir comme la Réunion, elle irait mieux. Parce qu'elle réaliserait ce que c'est une situation insulaire, avec tous les problèmes que l'humanité a à régler depuis le premier jour, si vous voulez. Bon, alors, l'autonomie alimentaire. On va l'évoquer. Il y a deux visions du monde, quand même, que je termine très rapidement, qui se présentent face à la Réunion. Ou bien la Réunion, ou les Antilles, ou les îles françaises, ou que ce soit. Ou bien on considère, c'est le marché mondial, blablabla, et puis chaque île est un hub. Alors comme on est la France et qu'on est branché sur l'Europe, alors arrivent des flots de marchandises, on les fait transiter par les îles et on les déverse sur le continent voisin. Alors nous, les Français, comme on est au port des 5 continents, tout irait bien pour nous. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que chaque entité humaine doit tendre vers l'autosuffisance, la relocalisation. On ne peut pas y arriver, on le sait bien. On va faire 100% d'autonomie alimentaire, 100%. Non, mais tendre vers ça, c'est changer la façon d'organiser l'économie et la société. C'est pour ça que je le propose comme un objectif. En tout cas, la Réunion espère, elle attend, les promesses ne lui suffisent plus, elle veut du concret, elle veut de l'engagement, et c'est le message que nous sommes venus porter ici, à Paris, jusque devant vous. Les Réunionnais nous l'ont dit, ils nous l'ont écrit, nous avons rassemblé 40 de leurs propositions dans le manifeste que vous avez eu en main. On va les évoquer, elles seront la trame de fond de notre discussion, et je vous proposerai à la fin de notre entretien de signer un engagement, ou plus, en faveur des Réunionnais. Pour démarrer, je vous impose l'exercice. Est-ce que vous avez 3 mots qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à la Réunion? 3 mots celui de camarade de galère, Younous Omarjee, parce que c'est lui le Réunionnais avec qui j'ai un échange une fois par mois quand même. Ouais. Ensuite,
l'idée que si je suis élu, il y a un pacte possible avec la Réunion, parce que c'est la pointe avancée de l'idéal français universaliste aux portes de l'Afrique. Donc on aura une occasion incroyable de nous adresser à tout le monde, puis on a une population jeune et formée. Donc je vais dire, c'est une chance. Puis la troisième, bon, je vais vous paraître... je suis sensible à la beauté, madame, et l'île dégage une espèce d'harmonie spontanée que vous autres, à La Réunion, vous ne sentez plus parce que vous êtes dessus, et vous êtes trop dessus. Mais moi qui n'y suis allé que dans diverses occasions, j'ai toujours ressenti ça en arrivant par chez vous. Alors ça fait un peu plus que 3 mots, Younous Omarjee, le pacte, la beauté, la chance, finalement c'est une carte postale et un peu plus, c'est ce que vous le dites. Non mais vous êtes cruel de dire une carte postale, je pourrais dire c'est moche, c'est nul et les gens font rien. Et plus, et le potentiel que vous voulez valoriser. Il faut proposer aux... Non, arrêtez avec ça. Il suffit pas de dire quel rôle on va donner aux gens, comment on les reconnaît. Bien sûr, le regard de l'autre doit être différent. Mais le regard de l'autre, il change quand celui qui est acteur change. Et donc, la première solution de la Réunion, c'est les Réunionnais eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Les dominants arrivent toujours à imposer aux dominés l'idée qu'ils ne sont pas capables d'initiative. Or, vous êtes presque 1 million. La jeunesse de la population fait qu'on est à peu près certain qu'on va doubler de population au cours des 30 ou 35 prochaines années. Bon sang, c'est un événement gigantesque qui se dessine là. Imaginez-vous, vous le savez mieux que moi, vous en êtes. Il n'y avait personne au départ, il y a 3 siècles de ça. Donc, on a un potentiel gigantesque. Et maintenant, ce potentiel, il n'aura jamais de sens si les gens ne s'en saisissent pas eux-mêmes. Moi, il me faudrait sortir de la Réunion plusieurs centaines d'ingénieurs, de cadres, de techniciens, de gens de haut niveau, non seulement pour faire vivre la Réunion en autonomie, parce qu'il faut bien qu'elle ait pour but l'autonomie, mais aussi pour aider les autres autour, puisque nous, les Français, nous avons la chance d'avoir un système éducatif de haut niveau et ainsi de suite. Vous voyez ? Donc je plaide pour que les Réunionnais fassent eux-mêmes la révolution citoyenne, qu'ils ne disent pas « qu'est-ce que papa Mélenchon va faire pour moi ?» On parlait de l'héritage de Paul Vergès. Alors comme lui, vous attaquez le projet de la nouvelle route du littoral. Vous voulez, je cite, « réaliser un audit sur la faisabilité réelle du chantier et assurer la transparence sur le degré réel d'avancement des travaux ». Est-ce que c'est bien sérieux de vouloir arrêter le chantier maintenant ? Écoutez, je crois que les gens qui ont proposé cette idée, car je ne suis pas l'auteur des 40 livrets du programme, sont des gens sérieux. Faites-leur cette faveur. Maintenant, ce que eux comme moi nous voulons mettre en avant, c'est que nous n'avons jamais été d'accord avec cette route. Nous étions sur une autre vision. Est-ce que c'est pas trop tard pour arrêter ? Attendez, commençons d'abord par le respect qui est dû à notre position. Sinon, c'est trop facile. On gâche tout, on salit tout, on fait n'importe quoi, et après on dit « Ah ben c'est trop tard, on n'y peut plus rien, vous n'avez rien à dire. » Ben si, j'ai à dire. J'étais contre, je suis encore contre, et beaucoup dans cette île étaient contre cette route. Maintenant, elle est commencée, je le sais. Des millions ont été engagés. Je sais que c'est difficile d'arrêter un tel chantier, et qu'au point où il est, ça tournerait plus au gâchis qu'à autre chose. Mais permettez qu'on entende, et jusqu'au bout, notre protestation. D'autant que, je voudrais le rappeler, aux petits malins qui ont inventé tout ça, et qui ont mis par terre le plan qu'avait imaginé Paul Vergès auparavant. Les subventions de l'Europe ne sont pas uniquement destinées à cette route. Elles sont destinées aux routes plus aux autres installations. Car, je le dis aux Réunionnais, bien sûr tout le monde aime sa liberté, se mettre au volant, aller et venir, etc. Mais pour l'avenir, dans une île aussi petite, et nombreux comme on va être, il faut surtout qu'on soigne les installations de transport public. Le tram-train, toutes ces manières de se déplacer qui évitent de mettre des voitures sur la route. Sinon, après, ça sert de dire qu'on est écologiste. Mon engagement est le suivant. Très clairement. Nous ferons de la Réunion, parce qu'on peut à la Réunion, parce qu'il y a le nombre de gens pour ça, et parce qu'il y a la ressource intellectuelle. Nous allons prendre des objectifs dont on va discuter et qu'on va planifier. Pour la Réunion, autonomie alimentaire. Je sais très bien qu'on ne peut pas y arriver complètement. Mais on doit changer les pratiques, on doit changer les modes de consommation, on doit changer les cultures, parce que sinon on est enfermé dans une impasse. Il faut revenir à la Réunion, il faut qu'il y ait un développement de l'agriculture vivrière. Pour ça, il faut que les gens puissent en vivre. Et pour qu'ils puissent en vivre, il faut des décisions publiques du genre, toute la restauration collective dans toutes les cantines, qui doit être gratuite,
doit être faite sur du bio, donc sur la production vivrière locale. Je prends juste cet exemple pour illustrer mon idée, pour que vous compreniez bien qu'un engagement de cette nature, ça ne me coûte rien à moi de le prendre, c'est à vous qui allez le faire. De même pour l'autonomie énergétique. Il faut que la Réunion soit une île autonome. Et elle le peut. Si elle ne le pouvait pas, on pourrait discuter, on pourrait me dire, écoutez, monsieur Mélenchon, vous exagérez, vous nous demandez de faire ce que vous n'êtes pas capable de faire en métropole. Mais justement, en métropole aussi, je demande qu'on prenne modèle sur ce type de plan. Peut-être m'avez-vous entendu le dire, mais j'ai déjà développé dans des réunions dans les départements français, de dire, faites comme à la Réunion, donnez-vous pour objectif l'autonomie énergétique. Donc, il faut que vous retrouviez une fierté d'être vous-même, parce que bon sang, c'est extraordinaire. Moi, si je n'étais pas ici, j'irais chez vous. Vous voulez protéger les productions locales, vous voulez un bouclier douanier qui s'appuie sur l'impact écologique et vous voulez aussi un octroi de mer réformé et sécurisé qui préserve les productions locales. C'est déjà l'orientation politique donnée par la région à l'octroi de mer aujourd'hui. Est-ce que là, il n'y a pas juste de la surenchère de programme, M. Mélenchon? Bon, on peut toujours penser que nous sommes stupides et malveillants et que donc dès que quelqu'un dit quelque chose, on dit le contraire. Mais on essaye aussi de s'intéresser au bien commun. Moi, je ne m'interdis pas de penser que des gens qui ne sont pas de mon bord et même qui me combattent disent aussi des fois des choses intelligentes. Bon, mais allons au fond. La région chez vous est dirigée par des gens qui sont partisans du système des traités européens. Les traités européens prévoient non seulement le libre-échange mondial, mais interdit l'harmonisation sociale et fiscale. Donc, c'est à moi de leur poser la question. Comment faites-vous pour proposer un octroi de mer différencié quand en même temps vous votez le contraire au Parlement européen et à la Commission? Pour le coup, donc, il y a déjà des taux différenciés. Ma position est celle de la cohérence. Je suis pour un protectionnisme solidaire, non seulement pour la Réunion, mais aussi pour toute l'Europe et, si ce n'est pas possible, pour la France. Comprenez bien que si vous laissez le système actuel continuer, depuis janvier 2017, il y a l'ouverture du marché du sucre. Et bien vous arrivez ce qui est arrivé au marché du lait. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez des cours très hauts, tout va bien, tout le monde se marre, et puis après, vous avez le cours s'effondre, et tout le monde est pauvre et ruiné. Donc, si vous n'aurez un organisme entièrement ouvert, c'est un organisme mort. La vie, c'est une dialectique entre la clôture et l'ouverture. Non, je ne suis pas d'accord pour que la Réunion soit le hub commercial de l'Europe. Je ne suis pas d'accord. Mais l'Europe aide encore la canne à sucre aujourd'hui, malgré l'entrée en vigueur de la fin des quotas sucriers au 1er octobre 2017. Oui. La production grâce à de qui? canne, grâce à l'Europe. Oui, grâce à Younous Omarjee, parce que si s'y était pas mis, il n'y aurait eu aucune protection d'aucune sorte. Grâce au fonds POSEI, qui est une aide de l'Europe, qui soutient également et qui soutient encore la production de canne. Mais c'est pas une solution. D'abord, il n'est pas vrai que l'Europe aide par bienveillance la Réunion, c'est absolument faux. L'Europe a inventé un règlement absurde qui fait exploser toutes les frontières des pays d'Afrique qui sont nos voisins à la Réunion, en leur imposant ce qu'ils appellent des accords commerciaux, de partenariat économique, qui est une honte, on leur retire leurs droits de douane. On dit, écoutez, importez chez nous vos marchandises, et nous exportons chez vous nos marchandises sans droits de douane. C'est une mauvaise plaisanterie, c'est la ruine pour tous ces pays. Donc l'Europe a mis la Réunion en situation de danger, parce que c'est l'Union européenne qui a ouvert toutes les frontières et prôné le libre-échange. Eh bien, le libre-échange généralisé, c'est la mort pour la Réunion. Par conséquent, si on ne sort pas les traités, des traités européens, vous mourrez. Voilà ce que j'ai à vous dire. Une autre problématique qui revient de façon récurrente dans notre manifeste, c'est le logement. Se loger, c'est important pour les Réunionnais et il y a un dispositif qui soutient la construction de logements, c'est la défiscalisation. Vous voulez limiter la défiscalisation aux logements sociaux. Est-ce que ça va suffire alors qu'aujourd'hui, il faut aussi des logements intermédiaires et modernes? La défiscalisation, c'est l'abandon d'une niche fiscale grotesque qui coûte des sommes folles. Vous investissez ici ou là et vous êtes dégrévé d'impôts d'à peu près autant. Et ce dégrèvement d'impôts, vous n'êtes même pas obligé de l'utiliser sur place. Elle a soutenu l'économie, la croissance et le secteur immobilier également. Ça, c'est la thèse des libéraux et la vôtre, mais pas la mienne. Je ne crois pas à ce genre de développement endogène par la cupidité et en sollicitant le béret à la main des puissants qui veulent bien investir et qu'on leur fait le cadeau de crédit d'impôt pour les remercier de cette générosité. Ou bien il y a un problème du logement, ou bien il n'y en a pas. S'il y en a un, c'est l'État qui le prend en charge. C'est-à-dire qu'il subventionne, il aide, il jette toute son énergie. Madame, en 1962, nous sommes arrivés à 1 million de pieds noirs. D'accord ? Le pays nous a absorbés en 3 ans. Parce qu'il a été capable de construire des dizaines de milliers de logements
pour nos familles. Eh bien, si on le décide, au lieu de saupoudrer sur la tête des riches de l'argent en attendant qu'ils veuillent bien investir, et si on investit massivement dans le logement, alors à ce moment-là, on réglera le problème du logement parce que les Français savent le faire. Attendez, j'ai pas fini. Un logement qui doit maintenant avoir des caractéristiques. Parce qu'on sait faire du logement qui soit écologiquement plus tenable. Mais oui, des bâtiments éco-positifs, toutes ces choses. Pour ça, vous voyez bien que c'est le débouché pour les jeunes gens que nous formons sur place. Parce qu'à La Réunion, on forme des gens de haut niveau. Et puis ceux qu'on n'arrive pas à former là, on les forme en métropole et rentrent au pays. On va aborder la surrémunération. C'est ce que vous annoncez également dans votre programme pour l'Outre-mer. Vous voulez titulariser l'ensemble des fonctionnaires territoriaux. Ils représentent 56% des agents dans les collectivités territoriales. Quand d'autres candidats disent non, est-ce que vous leur annoncez ce soir qu'après des années d'attente, ils vont enfin pouvoir être titularisés? Moi, je crois que l'État et les collectivités locales se déshonorent en utilisant sans fin des gens sur des contrats précaires. Les gens ont le droit d'y voir clair dans leur vie. À partir du moment où ils voient clair, toute leur vie est changée, y compris leur mode de consommation et leur rapport les uns avec les autres. Donc oui, j'ai dit que nous titulariserions tous les contrats précaires de la fonction publique, territoriale et d'État. Je l'ai dit, ça vaut pour la métropole, ça vaut pour la Réunion. Et vous allez maintenir donc la surrémunération outre-mer, oui? C'est ce que vous nous avez dit? Ça, je crois que c'est un sujet qui est compliqué, parce que la surrémunération, elle a des effets pervers que tout le monde voit. Celle d'autoriser le renchérissement de tout, en disant, après tout, ils peuvent payer. Celle de créer deux catégories de citoyens, ceux qui sont payés d'une manière et ceux qui sont payés d'une autre. Et en même temps, la vie est réellement chère. Donc les gens qui ont une surrémunération en sont contents et ne comprendraient pas qu'on la leur retire. Si bien que c'est l'ensemble du dispositif qu'il faut mettre à plat pour voir comment nous pouvons vivre tous. Et la principale inflexion, si vous permettez que je change l'ordre du regard, c'est de savoir pourquoi la vie est si chère. Donc c'est la question de l'octroi de mer différencié, c'est la question des coefficients multiplicateurs que l'on autorise à la grande surface et à la grande distribution, qui sont excessifs. Et enfin, c'est la nature des marchandises qu'on transfère et les raisons pour lesquelles on n'est pas capable de les produire localement. Si bien que j'appelle sans cesse les gens à ne pas penser les problèmes un par un, détaillés. Alors on prend, est-ce que vous allez mettre 4 marches pour monter au 3e étage ou 5 marches? Il faut avoir une vision d'ensemble, globale. L'économie est un tout. Et on n'arrive à trouver aucune réponse intellectuellement satisfaisante quand on rabougrit les problèmes. La question de la vie chère est le point de départ. C'est pas la surrémunération. Pourquoi la vie est-elle chère? Parce qu'on ne produit pas localement ce dont on a besoin. Parce qu'il y a des coefficients multiplicateurs. Parce qu'il y a des abus de toutes sortes qui s'appellent la profitation aux Antilles. Et tout le monde le sait. Et par conséquent, c'est tout ce mécanisme de renchérissement qu'il faut étouffer pour faire pousser à la place que nous on appelle le développement endogène. Mais ceux qui parlent de développement endogène en imaginant qu'on continue avec la méthode d'avant n'arriveront naturellement à rien et ils le savent. Comment est-ce qu'on combat juste les coefficients multiplicateurs que vous mentionnez? On les change. Vous savez, si vous mettez une limite au prix d'une chose, c'est une décision par décret. Vous savez, sous le général de Gaulle, c'était pas un communiste soviétique de Gaulle, les prix étaient contrôlés tous, sans exception, enfin l'essentiel. Donc nous, on pourrait agir d'une façon différente suivant la nature des marchandises qui circulent. C'est pourquoi je dis il faut que pour les marchandises de première nécessité, c'est là qu'il faut un contrôle des prix, parce que les gens ne peuvent pas faire autrement que de les consommer. Après, pour celles qui ne le sont pas, les choses pourraient être différentes. Mais pour ma part, je propose des coefficients multiplicateurs, mais pas pour la Réunion, pour toute la France. Parce que sur le territoire de la métropole, l'absence de tels coefficients, de telles limites aux coefficients multiplicateurs aboutit à une pression sur les agriculteurs, notamment, puisqu'on peut parler d'agriculture, une pression telle sur eux qu'ils sont mis en situation économique terrifiante et incités à des cultures productivistes absurdes qui nuisent, pour finir, à la santé des consommateurs. Donc c'est certain, vous lancerez une étude pour contrôler les prix outre-mer. Oui, c'est ce que vous ça c'est clairement, c'est une des premières choses à faire. Si on veut changer la vie des gens, j'annonce à ceux qui sont très puissants et qui se sont engraissés dans l'import-export, la fête est finie. Vous voulez un plan 100% énergie renouvelable, oui. Vous voulez le plan d'autonomie énergétique, vous l'avez évoqué tout à l'heure. C'était là aussi un grand projet de Paul Vergès. Comment on fait, avec à quel horizon et avec quels moyens? Alors, je ne saurais pas répondre à la place des Réunionnais pour la Réunion. À mon avis, ça ne doit pas être si difficile que ça,
puisque la majorité politique qui entourait Paul a été capable de le faire. Bon, et le premier qui m'a parlé d'un plan d'autonomie énergétique dans la vie, c'est lui, bon, pour un département. Donc je me dis, c'est pas si compliqué que ça. Par contre, pour l'ensemble, on va dire, de tous les Français partout où ils sont, clairement, on a à peu près un horizon, c'est 2050, parce qu'il faut sortir du nucléaire et sortir des énergies carbonées. Bon, nous savons bien que les Outre-mer sont ultra dépendants des énergies carbonées, gasoil, essence, et ainsi de suite. Par conséquent, vous voyez quelle importance il y a à se donner les moyens de l'autonomie. Écoutez les gens, je vais vous dire quelque chose, je ne veux pas faire peur, mais le changement climatique va poser quelques problèmes aussi au transport maritime. Donc c'est pas une bonne chose de reposer uniquement sur le fait qu'on pense que ça va tout le temps circuler facilement. Bon, alors, 2050, c'est l'horizon pour toute la France. Alors après, département par département, clairement, à La Réunion, ça peut aller plus vite. Éric, 30 ans de Saint-Paul, il nous dit « La création des usines de recyclage est nécessaire sur l'île pour éviter les enfouissements de déchets. » Vous aussi, vous voulez renforcer le tri et installer un traitement écologique des déchets, lequel ? Oui. Alors, ce sont des installations importantes. Vous n'avez pas le choix. Alors, non, comme ça, on n'a pas le choix. Non, mais la question est réglée. Ça n'est pas est-ce que nous allons faire un traitement écologique des déchets, ou bien on fait un traitement quel est ce procédé écologique. C'est quoi la solution? Est-ce que, par exemple... maintenant me voilà candidat à être directeur d'une usine de traitement des déchets. Non, mais alors, pour le coup, je vais vous dire, avez madame, une orientation oui, politique non, mais en je tant vous rassure, que président de la République. Est-ce que l'incinérateur, par exemple, est-ce que vous êtes pour Non, ou contre? madame, je suis contre les incinérateurs. Alors, posez-moi des questions concrètes, vous allez voir. L'incinérateur, non, je suis contre. Mais comment peut-on faire de manière propre? Comment peut-on? On sait le faire. Je vous pose la question. Mais non, on sait le faire. Alors, si vous ne savez pas le faire, ce qui m'étonnerait d'ailleurs, on enverra de quoi former des gens pour savoir le faire. Mais aujourd'hui, trier, retraiter les déchets, et d'abord diminuer la quantité de déchets, qui est peut-être le point de départ avant de traiter. Interdire tous les emballages plastiques et le suremballage. Ça, c'est vrai pour La Réunion comme pour la métropole. Ensuite, le traitement. On installe des usines de traitement des déchets et de récupération du blanc. Et notamment, pour éviter que s'accumule une telle montagne de débris, on peut notamment changer l'obsolescence programmée des objets. Réfrigérateur, machine à laver, tout ça. Comment on le fait? Alors, question précise et concrète, en augmentant les durées d'assurance. C'est-à-dire, si votre machine est assurée pour 3 ans, eh bien, l'État peut décider qu'une machine à laver est forcément assurée pour 5 ans ou pour 6 ans. Bon, vous êtes trop jeune, mais moi j'ai connu la période où vous achetez un frigo, 20 ans après, il était toujours chez vous, parce qu'il marchait. Sauf que maintenant, il s'arrête de marcher au bout de 5 ans, il commence à cahoter, à tout sauter, etc. On voit bien qu'on est capable de faire du blanc qui tient. Là, je vous donne des exemples concrets, parce que je vois que vous les aimez, mais la personne qui a posé la question a tout à fait raison. Éric, 30 ans de Saint-Paul. C'est une des questions. Vous devez vous donner comme plan, vous autres là-bas, de dire, nous, zéro déchets non retraités. Parce que si vous les retraitez pas, qu'est-ce que vous allez en faire? Des trous pour les mettre dans la terre, et vous les gardez pendant des centaines d'années, et ça finit par atteindre... En sachant que les centres d'enfouissement sont saturés. Et alors, quant à l'incinérateur, alors là, il y a comme moyen plus bête, il n'y a pas au-dessus. C'est-à-dire brûler, et donc provoquer des gaz extrêmement nocifs, qui finissent toujours par retomber dans les narines des gens, parce qu'il y en a qui croient que le vent chasse ça. Ben non, le vent ne fait pas que chasser, des fois, il rabat. Donc non, l'incinération n'est pas la bonne solution, surtout que c'est un gâchis de matières premières, les déchets étant faits de matériaux sophistiqués, la plupart du temps, puisqu'on les a produits fort longuement auparavant, que ce soit de la tôle. Vous savez, la tôle de votre frigo, elle a l'air toute bête comme ça, mais elle n'est pas si bête que ça, elle contient beaucoup de travail humain, et ainsi de suite, bon, jusqu'au plastique, donc j'espère qu'on finira par se passer. En particulier dans l'île, vous pourriez avoir de l'algoculture de manière beaucoup plus importante que ce n'est le cas aujourd'hui. C'est pas normal qu'on n'en fasse pas de l'algoculture chez vous. On va rester dans le très concret, puisque vous y êtes arrivé avec quelques questions qui appellent des réponses plutôt courtes et claires. Nous allons voir, je ne suis pas toujours capable ni d'être court ni clair. Des réponses par oui ou par non. À propos du tourisme. La crise requin, on compte une vingtaine d'attaques depuis 2011. Et je dois répondre par oui ou par non aux requins. Sont mortels. Chasser plus de requins, vous l'avez déjà dit, vous êtes plutôt pour. Vous dites oui. Non. Je dis pas, je dis ni oui ni non, c'est très compliqué, tout le monde le sait, c'est absurde celui qui vient et qui dit « on va faire comme ça et c'est réglé ». Bon, il faut qu'on trouve d'abord les causes pour lesquelles ces accidents ont lieu, sont encore en discussion. Alors tout le monde a sa thèse, évidemment, chacun est sûr de lui, c'est parce qu'on a mis trop d'amorts. La sécurité des biens et des personnes, c'est la responsabilité de l'État, c'est une mission régalienne. Bien madame, mais nous n'allons pas tuer tout ce qui nous gêne.
C'est absurde. Alors les requins nous dérangent, on les tue tous, et après on tue qui? Bon. Non, il faut arriver à trouver une solution. Ben, vous êtes en train de mettre des filets, je le sais. On est en train de protéger des zones. C'est peut-être ça la bonne solution. Protégeons les zones. Déjà, pour commencer, au moins, on commence par ça. Puis après, il faut comprendre le process. Il faut arrêter avec l'ancienne mentalité qui est « je sais tout, les êtres humains ont tous les droits, alors ce poisson me dérange, je le tue, celui-là m'avantage, j'en importe ». Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On est à une autre époque, on est au XXIe siècle. Il faut trouver des points d'équilibre. Il faut être respectueux d'une idée qui est l'harmonie de la nature et de l'homme. Alors, bon, je sais que l'exercice n'est pas facile. Pour l'instant, ça sera déjà ça. Votre opinion, est-ce que vous estimez, comme Emmanuel Macron, que la colonisation est un crime contre l'humanité pour lequel la France doit présenter des excuses? Alors là, écoutez, tout ça est grotesque. Un crime contre l'humanité, madame, vous pesez les mots. Il s'agit d'être président de la République, pas un délégué de classe. Hein. Un crime contre l'humanité, quelle est la caractéristique? Votre opinion, monsieur Mélenchon. Mais attendez, vous m'avez présenté une question dans un ordre bien précis, ne me prenez pas pour un imbécile. Est-ce que, comme monsieur Macron, déjà premièrement, si je venais à dire oui, ça serait parce que je serais d'accord avec monsieur Macron. C'est un sujet sensible à La Réunion. Je vous pose la question. Eh bien, le sujet sensible, j'y réponds de la manière suivante. La colonisation est certainement pas un bienfait pour qui que ce soit. La déclarer crime contre l'humanité signifie que ça devient un crime imprescriptible et que on doit en pourchasser les responsables encore à présent. Imaginez-vous ce que cela donnerait par rapport à la situation qu'on a connue de décolonisation, par exemple de l'Algérie qui a conquis son indépendance contre la colonisation française, ou du Maroc qui l'a conquis dans les mêmes conditions, etc., etc. Donc je ne crois pas qu'on gagne grand-chose à parler à ce sujet de crime contre l'humanité. Donc on comprend. Et qu'on a... Attendez, ce n'est pas tout, parce que il y a d'autres problèmes qui ne sont pas soulevés et qui, eux, méritent réflexion. Par exemple, le passé esclavagiste. Ça, oui, c'est une question. Comment la France règle-t-elle et enseigne-t-elle à ses enfants quelle abomination a été l'esclavagisme? Et quelles en sont les conséquences encore aujourd'hui? Et pourquoi, si la canne est si importante dans l'agriculture de la Réunion, ce n'est pas parce que les Réunionnais auraient une affection particulière pour cette plante, mais parce que dans le cadre de ce qui était le pétrole de l'époque, c'est-à-dire le sucre, le roi de France a décidé qu'on esclavagiserait des gens pour y installer la canne à la Réunion. Alors, et qu'une fois qu'on a libéré les gens de l'esclavage, on a été chercher d'autres gens aux Indes pour qu'ils remplacent les esclaves dans des conditions qui étaient proches de celles de l'esclavage. Ça, oui, c'est des sujets qui conduisent à penser, et pas qu'est-ce que c'est que cette histoire d'excuses. Moi, madame, je ne suis coupable de rien. Juste pour bien comprendre, comment est-ce que vous définissez alors la colonisation? Mais c'est un fait historique, la colonisation. C'est la domination d'une population sur une autre et qui prélève les richesses de cette autre population en la servissant et en prenant ces richesses de vive force. Mais qui mériterait peut-être, je vous pose la question, d'être mieux enseigné peut-être dans les manuels scolaires? Bien sûr. Et il est important que les jeunes Français comprennent ce passé d'exploitation, de sauvagerie, de violence qui a déferlé sur le monde. Mais madame, il y a des choses que vous n'obtiendrez jamais de moi. Jamais. Moi, madame, je n'ai esclavagisé personne, je n'ai opprimé personne, je ne vous présente donc aucune excuse. Parce que si quelqu'un m'en doit, c'est à moi, qui suis le fils de pauvres, qui ont dû quitter leur pays, à qui on a promis d'aller vivre bien mieux dans des pays qu'on occupait, et on ne savait pas qu'on occupait de vive force. Les miens qui ont quitté l'Andalousie étaient pauvres, ils sont partis sur une mule, on leur a dit d'aller en Algérie pour y faire fortune, eux ils sont morts pauvres. Moi, je ne vous dois aucune excuse. Que les puissants s'excusent auprès des humbles, oui, mais que nous tous, nous soyons affectés à une horreur pareille, non. Nous n'avons esclavagisé personne. Et l'autre jour, savez-vous que je suis le seul homme politique de ce pays, le jour de la date anniversaire de l'abolition de l'esclavage, la première, celle de la grande révolution de 89, moi, j'étais dans le seul village de France qui a écrit une lettre au roi pour dire qu'il faut arrêter l'esclavage, Champagny en Haute-Saône. Je vous dis tout ça parce que personne d'autre que moi ne demande plus qu'on éduque, mais pas qu'on fausse le débat. Tous les Français ne sont pas coupables. Sont coupables les puissants, les exploiteurs, les dominants, et c'est toujours les mêmes. Et encore aujourd'hui, c'est les mêmes. Pas d'excuses, mais une meilleure reconnaissance de cette page de l'histoire. On enchaîne. Pas des excuses, des motifs de lutte. Vous connaissez les Réunionnais, ils ont aussi besoin de savoir si vous les connaissez, Monsieur Mélenchon. Je vais vous poser encore quelques questions. Est-ce que vous avez en tête le nombre d'habitants à La Réunion? Pardon? Est-ce que vous avez en tête le nombre d'habitants à La 900, Réunion? Vous êtes entre 900 000 et 1 million. Alors un peu moins, on est entre 840, 850 000
habitants selon le Je dernier me voyais arriver à 900 recensement 000 déjà. de l'INSEE. Allez, une toute dernière question. La Réunion compte l'un des volcans les plus actifs au Oui. monde. Savez-vous comment il s'appelle? Non, mais je suis allé dessus. Je suis passé avec l'hélicoptère et on est allé dans le cratère L'enclos. principal. Et c'était très impressionnant. Donc je l'ai vu, mais C'est je le ne sais pas piton le de la nommer. Fournaise. Le piton. Voilà. Très bien. Oui, mais ça, c'est pas le nom. Ah si, c'est son Ah bon, nom. pardon, C'est le piton de la Fournaise. Excusez-moi, je le savais, mais je ne savais pas que c'était son nom. Je vais on va au Piton. Bon, très bien, allons au Piton. Donc je me voilà en hélicoptère sur le Piton. Mais à l'époque, j'étais ministre. Alors je ne sais pas si tout le monde peut faire des balades en hélicoptère au-dessus du Piton. Peut-être que oui. Ça dépend des conditions Il météorologiques. doit y avoir et des c'est une activités attraction touristiques touristique, pour très y clairement. aller. Moi, j'étais dans un hélicoptère comme une bulle de verre. Je dois dire honnêtement que j'ai eu peur. On va arriver au terme de cette discussion. Merci de nous avoir réservé du temps. Vous n'allez pas repartir les mains vides. Comme je vous l'ai annoncé au début de cette Il est très bien discussion, fait, je vais vous renvoyer à la dernière page. Alors, vous allez le Oui. faire puisque vous l'avez en main. Je vais vous donner le stylo et vous allez pouvoir signer un engagement que vous prenez pour la Réunion parmi tout ce que vous nous avez évoqué. Allez, on va avec des mesures parce que sinon vous alliez être fâchés. J'ai mis autre chose. Alors on va mettre ça. On va mettre les points essentiels qui réorganiseront tout. Je mets autonomie alimentaire, autonomie énergétique, planification écologique. Et c'est signé. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir. Très bonne continuation. À bientôt.